Ok, on continue sur les tests statistiques. Donc, on avait déjà fait une première introduction, on avait décrit une histoire de faiseur de pluie. On avait essayé de commencer à formaliser tout ça. Alors, je vais juste continuer un tout petit peu pour introduire la p-value, puis on va continuer à discuter les tests, puisqu'on est juste au début de ce gros volet du cours de statistique. Donc, les tests étant une partie, une composante très importante dans la modélisation. Hop. OK. Donc, on avait fait ce petit exemple où on avait essentiellement une hypothèse qui était que les, 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 les personnes qui prétendaient pouvoir faire tomber la pluie n'avaient pas d'appareil qui fonctionnait. Et donc, pour faire simple, on disait que la, 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 la pluviométrie qu'on devait observer continuait à suivre une loi normale qui était centrée sur 600 avec une certaine variance, peu importe. Et ce que disaient les faiseurs de pluie, c'était au contraire que leur machine fonctionnait. Et donc, au lieu d'être à 600, on était à 650. Voilà. Donc, on était sur ce petit modèle-là où on hésitait entre. Enfin, on se pose une question de savoir est-ce que ça marche. Donc, quelqu'un H1 aurait été vérifié et la machine ne marche pas. Et dans ces cas-là, c'est H0 qui est vérifié. Donc, ce qu'on avait dit, c'était la statistique de test, ça va être la moyenne observée sur les 9 années. Okay. Et ce qu'on avait vu, donc, je vous rappelle, c'est que la moyenne, comme on a des lois normales qui sont indépendantes, ça reste une loi normale. Okay. Sous les deux hypothèses, c'est juste que la moyenne va changer. La variance, elle était identique. Et donc, on récupérait nos deux distributions qui sont à gauche. Donc, la courbe bleue, qui se trouve ici. Donc, ça, c'était sous l'hypothèse H0. Et si jamais l'appareil qui fait tomber la pluie marche, dans ces cas-là, on aurait dû se décaler un tout petit peu pour arriver sur la nouvelle courbe. Donc, la question, c'est est-ce qu'effectivement on a bougé ou est-ce que ce n'est pas significatif? Donc, comment est-ce qu'on avait fait? On avait dit implicitement, sous l'hypothèse H0, on devrait se trouver plutôt ici en moyenne. Si jamais H1 était vrai, on devrait se trouver plutôt par ici. Et donc, ce qu'on disait, c'était si jamais je regarde la valeur de ma moyenne, en fait, okay, plus la moyenne va être grande, plus on a de chances de rejeter à 0. Okay, donc, si jamais la moyenne observée pendant la période de test est grande, ça veut dire qu'on a plus de chances que cette hypothèse H1 soit vérifiée. Et donc, on définissait une région de rejet qui était forcément de la forme suivante, qui était de la forme K plus infini. Donc, c'est ce qu'on va appeler un test unilatéral. Okay, donc, on va rejeter dès lors que la valeur Y est grande. Okay, c'est-à-dire à partir du moment où la valeur Y dépasse K. Et comment est-ce qu'on déterminait ce seuil? Donc, le seuil, il apparaît ici. Donc, le seuil se trouve là. Donc, le seuil, comment je le déterminais? C'était un cas tel que, en fait, on va se fixer une probabilité d'erreur. Ce qu'on avait appelé l'erreur de première espèce, c'est-à-dire le fait de rejeter à tort l'hypothèse H0. Donc, rejeter à tort, ça veut dire quoi? Ça veut dire H0 est vrai, et on rejette. Donc, c'est exactement ce que ça raconte. Cette probabilité qui se trouve ici, c'est la probabilité de rejeter, puisqu'on est dans la région de rejet, sachant qu'en fait, l'hypothèse H0 était vraie. C'est-à-dire que la machine ne fonctionne pas. Okay, donc, on se fixe sur alpha. Classiquement, on va prendre alpha qui est de l'ordre de 5%. Okay, je reviendrai un tout petit peu là-dessus dans des slides à la fin, sur ce choix un peu arbitraire qu'on retrouve effectivement dans les articles, dans les livres de Fisher. Et à partir du moment où j'ai fixé ce alpha, comme je connais la loi de Y bar de la moyenne sous H0, c'est cette belle loi normale, okay, dans ces cas-là, pour déterminer le seuil K, c'est facile, c'est juste un niveau de quantile. Donc, on peut déterminer le seuil K et c'est ce qu'on avait fait. Voilà. Donc, ça, c'est la première approche qu'on avait présentée jusqu'à présent, c'est de dire, c'est la phrase que j'indique ici, on fixe alpha, on détermine K qui va être la borne de la région de rejet, et dans ces cas-là, on regarde où se trouve la moyenne. Si jamais, pour faire simple, si jamais la moyenne se trouve, donc on a notre barre qui va se trouver ici, de l'ordre de mémoire, c'était de l'ordre de 655. Si jamais on se trouve à gauche, dans ces cas-là, on va accepter H0. Et si jamais on se trouve à droite, au contraire, on va rejeter l'hypothèse H0 et privilégier l'hypothèse H1. Donc, toute la discussion sur la prise de décision se positionne par rapport à cette valeur de K. Et donc, on a besoin, pour faire simple, d'avoir des quantiles de notre distribution sous-jacente. Okay, donc, ça peut être une première approche. L'approche qu'on va regarder maintenant, c'est une alternative qui avait été proposée là aussi par Fisher, qui consiste à dire, en fait, au lieu de regarder la région de rejet, on peut calculer la probabilité d'observer des valeurs
aussi, voire plus extrême que celle qui a été observée dans notre échantillon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Ça veut dire qu'en fait, on avait notre donnée. On avait en fait notre Y bar observé. De mémoire, il était de l'ordre de 610. Donc, on avait notre Y bar qui était tout à l'heure ici. Et on disait, comme ce que j'ai observé est bien en dessous de la valeur du seuil, qui est à 655, dans ces cas-là, on va rejeter on va pas rejeter l'hypothèse H0, donc on va la valider. Ce que propose l'histoire de la p-value, c'est de dire, en fait, je suppose effectivement que H0 était vrai, et quelle serait la probabilité d'avoir une valeur au moins aussi grande que la valeur que j'ai pu observer. Donc en fait, on est en train de se placer sous l'hypothèse H0. Je suppose que H0 est vrai, et j'essaie de trouver la probabilité pour que, si jamais H0 était vrai, c'est-à-dire si jamais ma moyenne suivait une loi normale qui était centrée sur 600, je puisse atteindre une valeur au moins aussi grande que celle qui a été observée dans mon échantillon. Okay. Est-ce que la valeur empirique que j'observe de ma moyenne, elle est vraiment si grande que ça? C'est un peu ça qu'on se demande. D'accord? Donc, formellement, on s'intéresse quasiment exclusivement à l'hypothèse H0. C'est pour ça que j'ai mis la courbe de H1 en pointillé, parce qu'en fait, formellement, on s'en fout un tout petit peu. Tout à l'heure, elle nous servait un tout petit peu à quelque chose, c'est que cette valeur, si jamais je regarde ce qui se passe sur la distribution rouge, on peut récupérer l'erreur de seconde espèce. Si jamais je regarde ce qu'elle a, dans ces cas-là, on va récupérer la probabilité qui va se trouver ici. Okay, donc, ça va être la probabilité d'être petit, sachant que H1 était vrai. Dans ces cas-là, ça va être notre erreur de seconde espèce. Okay, donc, on peut déterminer la probabilité d'avoir rejeté à tort l'hypothèse H1. Et la grandeur qui va se trouver à droite, le complémentaire, cette R qui se trouve ici, c'est ce qu'on avait appelé la puissance. Je vais revenir là-dessus plus tard. Donc, on peut regarder un petit peu, est-ce qu'on construit notre test en fixant l'erreur H0 et on peut en déduire notre erreur de seconde espèce. Là, on va un peu oublier la courbe rouge, on va oublier ce qui se passe sous H1. H1 me sert essentiellement à déterminer la forme de la région de rejet. Okay. Là, on avait 600 versus 650. Je vous l'avais dit, on pourrait avoir 600 versus différents de 600. Voilà. Pour avoir toutes sortes d'hypothèses alternatives, le type d'hypothèse alternative qu'on a va nous donner la forme de la région de rejet. Comme je suis sur une valeur plus grande, je vais rejeter les valeurs trop grandes. Okay, c'est un peu ça qu'il faut retenir. Donc, je me suis donné ma forme. Une fois que je me suis donné ma forme, on va se dire, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est raisonnable de se dire qu'on a atteint cette valeur-là alors que H0 était vrai? Voilà. Est-ce que c'est raisonnable d'atteindre 610 quand on a une loi normale qui est centrée sur 600 avec une moyenne, un écart type qui doit être de l'ordre de 33, si je me souviens bien, puis ça doit être 10 sur racine de 9. Pardon, 100 sur racine de 9. Et donc, on va tout simplement calculer cette probabilité de dépasser la valeur observée pour nos statistiques de test sur nos données, sachant que l'hypothèse H0 serait vraie. Donc, c'est exactement ce qu'on calcule ici. Donc, en fait, on va calculer l'air qui va se trouver à droite de Y bar, okay, le petit Y bar. Donc, cette probabilité P, ça va être cette R qui se trouve sous la courbe ici. On voit elle doit être de l'ordre de peut-être de 30%. Okay. Donc, elle est un peu plus petite que 50%, puisque on sera à 50% si jamais on était à 600. Donc, on est un petit peu en dessous. Alors, peut-être qu'on est même à 40%, je ne sais pas. Peu importe, c'est ce qu'on va appeler P. Et ce qu'on va dire est assez simple. C'est si jamais la probabilité P, donc la probabilité de l'air qui se trouve là, est plus grande que l'air qui se trouve là, l'air qui se trouve à gauche, ici, elle valait 5%. Par construction, on avait pris alpha égale 5%. Donc, si jamais la probabilité P est plus grande que alpha, dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, la valeur qui se trouve ici se trouve à gauche de notre seuil K. Okay, et donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans la région de rejet. Okay, donc, en fait, tout le positionnement va se faire vis-à-vis de cette p-value. On va regarder la valeur de la p-value P et se demander est-ce qu'on est plus grand ou plus petit que 5%. Si jamais on est plus petit que 5%, c'est sûrement qu'on devait être par ici. Et donc, on est dans la région de rejet. Au contraire, si jamais la p-value est plus grande que 5%, c'est qu'on se trouve quelque part à gauche. Et donc, on est dans la région de non-rejet, on est dans la région d'acceptation de l'hypothèse H. Okay, donc, ce concept, c'est ce qu'on appelle la p-value et c'est ce qu'on va utiliser à partir de maintenant. Et en tout cas, c'est ce qu'on avait déjà vu. Si jamais vous vous souvenez de ce que je racontais dans mes intervalles de confiance où je prenais des fonctions de R qui proposaient des tests, en fait, on avait toujours cette p-value qui apparaît. Et c'est en fait comme ça qu'on fait des tests depuis 70 ans. On regarde des p-values de tests. Je ne dis pas que c'est la solution optimale. Je dis juste que compte tenu du cours que je dois faire ici, on va admettre que c'est la solution la plus simple pour faire des tests et prendre des décisions de manière un petit peu raisonnable. Donc,
pour définir donc, la p-value, donc encore une fois, j'ai besoin de mettre des définitions dans le cours pour que vous reteniez des concepts. Donc la p-value, c'est aussi ce qu'on appelle en bon français la probabilité critique, ou la valeur P. Okay, donc c'est forcément associé à une statistique de test, et c'est la probabilité d'observer des valeurs au moins aussi extrêmes que celles qu'on a observées dans l'échantillon, sachant que l'hypothèse H0 était bonne. Okay, donc en gros, c'est le plus petit seuil à partir duquel on peut rejeter l'hypothèse H0, le plus petit seuil d'alpha à partir duquel on peut rejeter H0. Okay, et donc, on va rejeter, ce qu'il faut retenir, c'est en gros, on va rejeter l'hypothèse H0 si jamais la p-value est plus grande, est plus petite que alpha. On rejette, et encore une fois, je pense que c'est plus simple de le voir sur un graphique comme celui que je faisais auparavant. Si jamais ma probabilité est petite, c'est que je me trouvais tout à droite dans mon graphique, puisque l'aire devait être toute petite. Okay, donc j'ai une valeur de test qui est relativement importante. Et donc je rejette. Voilà. Donc c'est associé à des probabilités de rejet de l'hypothèse H0. Okay. Donc on peut le faire ici sur notre exemple. Donc ce que je vous disais, c'était je me place sous l'hypothèse H0. Donc sous l'hypothèse H0, ce qu'on disait, c'était que la moyenne suit une loi normale qui est centrée sur 600. Donc la machine ne fonctionne pas. Okay, donc on reste sur les valeurs qui avaient été observées par le passé. Donc si jamais Y bar suit une loi normale, on nous demande de calculer la probabilité de dépasser la valeur qui a été observée empiriquement. Donc ce petit Y bar, c'est la valeur que j'ai observée sur le passé, qui doit être de l'ordre de mémoire de 610. Okay, donc comment est-ce que je fais pour calculer ça? Donc soit je le fais par ordinateur en allant chercher les valeurs moyennes et l'écart type de ma loi normale, soit je fais comme on fait classiquement en statistique, on normalise toutes nos variables, et donc je vais dire la probabilité pour que je vais l'écrire avec un vrai stylo, la probabilité pour que Y bar soit plus grand qu'un petit Y bar, j'ai le droit de faire des transformations linéaires, okay, à partir du moment où je multiplie par des grandeurs positives. Donc c'est toujours forcément plus grand que. On a toujours la même probabilité du fait qu'on ait quelque chose qui ressemble à quelque chose comme ça. Okay, donc ça, c'est juste à partir du moment où A est positif. A est forcément positif, puisqu'en fait, la grandeur par laquelle on multiplie, c'est l'écart type. Okay, donc l'écart type étant positif, il n'y a pas de souci, on a bien cette stabilité. Et donc, je dis juste, autant choisir des A et des B correctement, et on va dire, dans ces cas, je vais prendre Y bar moins sa moyenne divisé par l'écart type, et je vais essayer de déterminer cette probabilité-là. Cette chose-là, suivant une loi normale N01, je peux juste récupérer le fait que c'est 1 moins la fonction de la partition pris en la valeur de droite. Voilà. Donc, c'est exactement ce que je fais ici. Alors, je vais effacer parce que forcément, je vais le laisser pour l'instant. Donc, j'ai mon 1 moins ma fonction de répartition, 1 moins P norme. Donc, ça me permet de récupérer la probabilité que Z dépasse une certaine valeur. Ça, c'est la probabilité pour que Z, qui suit une loi normale, dépasse un certain seuil. Et le seuil, comment est-ce qu'il a été défini? Le seuil, c'est ce racine carrée de 9 multiplié par la moyenne observée, moins 600, qui était mu0, c'est-à-dire la valeur de mu sur l'hypothèse H0, divisé par 100. Okay, donc, c'est exactement normalement ce que j'ai dû écrire ici. Donc, j'ai ce terme-là qui correspond à ce terme-là. Je fais 1 moins phi, puisque je suis sur la probabilité que Z dépasse. Donc, on est bien sur 1 moins phi, et on trouve effectivement du 40%, comme je l'avais dit tout à l'heure. Okay, et comme ce 40% est bien plus grand que 5%, on n'a pas envie de rejeter H0, c'est-à-dire on n'a pas envie de croire que leur machine fonctionne. Par contre, si jamais j'avais obtenu une valeur très différente, okay, c'est-à-dire essentiellement la valeur de K, si jamais Y bar est égal à ma valeur de K, dans ces cas-là, je tombe sur une p-value qui vaut exactement les 5% qu'on avait obtenus auparavant. D'accord? Donc, on arrive sur cette petite remarque qui est en fait la version duale de ce que je disais tout à l'heure. Si jamais Y bar dépasse K, on va rejeter H0 avec un seuil de significativité alpha qui vaut 5%. Okay, donc on tourne en rond, hein, c'est vraiment la même manière de définir notre règle de décision. C'est juste que je ne l'exprime pas de la même manière. L'avantage de la p-value, c'est que tout d'un coup, on quitte l'idée qu'on est sensible à la distribution sous-jacente. Donc, on est sensible à la distribution de la statistique de test sous l'hypothèse H0. Je n'ai même plus besoin de la connaître, en fait. Okay, je n'ai plus besoin d'aller récupérer des quantiles, de savoir les lire ou quoi que ce soit. Je me contente techniquement d'aller voir la p-value. Okay, donc, c'est une solution de facilité, mais qui peut être relativement intéressante.
Donc, c'est un petit peu l'exemple que je vous prends ici. Donc, ici, c'était sur l'histoire des erreurs. Donc, l'histoire des erreurs, je vous l'avais discuté il y a 2 minutes. Donc, je vais me fixer mon seuil à partir du moment où je me donne une probabilité alpha. Donc, ici, j'ai ma probabilité alpha qui est de 5%. Okay, donc, ça va être alpha, je vous rappelle, c'est la probabilité pour que je rejette, c'est-à-dire techniquement que Y dépasse mon seuil, sachant que l'hypothèse H0 était vraie. Donc, sachant que Y bar suit une loi normale qui est centrée sur 600. Et je vais l'opposer à, je vais juste changer de couleur, à la probabilité bêta. Donc, je rappelle que bêta, c'est au contraire la probabilité de se tromper. Mais cette fois-ci, si je mets l'hypothèse H1 était vraie. Donc, ça veut dire techniquement, je suis dans la région, non pas de rejet, mais la région d'acceptation. Donc, je suis plus petit que K, sachant que H1 était vrai. Donc, ça revient à mesurer l'air qui se trouve à gauche. Okay, donc, l'air qui va se trouver là va me donner l'erreur de seconde espèce. L'air qui se trouve à droite sur la courbe de gauche va me donner la probabilité, l'erreur de première espèce. Okay, donc, on voit sur ce graphique, à partir du moment où j'ai deux hypothèses simples, donc je vous rappelle, une hypothèse simple, c'est quoi? C'est de dire que mu est égal à mu 0. Et H1, c'est de dire au contraire que mu est égal à mu 1. Donc, à partir du moment où j'ai deux hypothèses simples, je peux calculer très facilement mes deux erreurs. Okay, tout simplement parce que si jamais mon hypothèse H0 est vraie, il suffit de regarder ce que vaut notre fonction de répartition. Donc, enfin, plutôt en l'occurrence, notre fonction de survie pour l'erreur de première espèce et la fonction de répartition pour l'erreur de seconde espèce. Des fonctions de répartition de lois différentes. Dans un cas, je me place sous l'hypothèse H0, dans le cas, je me place sous l'hypothèse H1. Et on récupère nos deux erreurs. Et le point important sur lequel je voulais insister dans ce graphe, c'est de dire, mais en fait, on a un arbitrage. Je l'ai déjà évoqué dans la dernière capsule. On a un arbitrage sur nos deux erreurs. On le voit sur ce graphique, c'est que si jamais je veux réduire une erreur, je le paye forcément sur l'autre. Réduire une erreur, ça veut dire quoi techniquement? Encore une fois, on a des règles de décision ultra simples. Ça consiste à dire, je regarde ma statistique de test et je regarde si je dépasse ou pas un seuil. Donc, au lieu d'avoir un seuil qui se trouve ici à 650, je pourrais le déplacer. Je pourrais dire, je vais prendre un seuil à 620. Okay, donc, si jamais je déplace mon seuil vers la gauche, dans ces cas-là, je récupère le graphe de gauche. Et dans ces cas-là, on a gagné d'un côté, dans le sens où mon erreur de seconde espèce ici, bêta, a diminué. Okay, donc, j'ai réussi à faire baisser mon erreur de seconde espèce, mais forcément, je l'ai payé ailleurs. Je l'ai payé où? Je l'ai payé sur mon erreur de première espèce. Mon erreur de première espèce, elle se trouve là, et tout d'un coup, mon alpha a augmenté. D'accord? Donc, le choix du seuil va nous permettre d'arbitrer entre nos deux erreurs. Ce qu'on fait classiquement, encore une fois, c'est de dire je vais fixer mon erreur de première espèce, construire mon test, prendre ma décision et regarder juste est-ce que je ne suis pas si mauvais que ça. Voilà. Si jamais on est mauvais, on est mauvais, mais on ne peut pas faire grand-chose de plus, en fait. D'accord? Donc, on peut éventuellement jouer un tout petit peu sur l'alpha, peut-être se dire 5%, c'est un peu exigeant, je pourrais peut-être essayer de passer à 10%. Donc, on peut jouer un tout petit peu. On a quand même, encore une fois, la statistique n'a rien de dogmatique. Hein, c'est une boîte à outils pour faire des sciences. Okay, donc, je peux changer mon seuil, il n'y a aucun souci avec ça. Mais voilà, il faut juste comprendre cette histoire d'arbitrage en fait, entre nos deux taux d'erreur. Voilà. Je ne peux pas gagner sur les deux tableaux, je ne peux pas construire un test, en tout cas, compte tenu des données que j'ai, je ne peux pas construire un test qui soit parfait. Okay, alors, la seule méthode pour améliorer la précision, on le voit sur nos graphiques. Ça marcherait bien si jamais mes deux distributions étaient très séparées. Okay, comment est-ce que je peux faire pour séparer mes deux échantillons? Faut se souvenir que la distribution de Z, je vais l'effacer un tout petit peu à droite, la distribution de Z, je vous rappelle, elle suit une loi normale qui est centrée sur une certaine moyenne qui dépend de l'hypothèse H0 ou H1. Et l'écart type, la variance, je préfère le mettre en termes de variance, la variance associée va être la variance qu'on avait observée sur nos données divisée par racine carrée de n. Okay, donc, on avait ça au carré. Et une solution pour effectivement améliorer la précision, c'est d'avoir plus de données. Okay, si jamais j'ai plus de données, dans ces cas-là, on voit que n augmente. Donc, comme il est au dénominateur, 1 sur n ou 1 sur la racine carrée de n diminue. Et donc, dans ces cas-là, je vais avoir des variances plus faibles. Et donc, mes deux distributions vont se resserrer a priori autour de leurs deux valeurs. Et donc, on voit que plus j'ai de données, plus c'est simple de trancher entre deux grandeurs. Encore une fois, c'est assez intuitif ce que je raconte. OK. Donc,
juste une toute petite discussion rapide pour aller plus loin. Donc, c'est quoi ma statistique de test? Pour le moment, je vous ai dit, on va regarder la moyenne. Ça semblait assez légitime. Et effectivement, dans pas mal de cas, c'est assez légitime de regarder la moyenne. Parce qu'en fait, le test peut souvent s'interpréter comme un test de moyenne. Donc, c'est lié au fait que, encore une fois, on est sur un test sur un paramètre θ. Si jamais θ est lié à la moyenne, dans ces cas-là, c'est assez normal de dire, regardons la moyenne. Okay, donc, ça rejoint un tout petit peu la discussion qu'on avait sur la méthode des moments. D'accord? À partir du moment où le paramètre il y a une correspondance entre la moyenne et le paramètre sous-jacent, dans ces cas-là, il suffit de regarder la valeur de la moyenne. Okay. Alors, il y a eu des travaux qui ont été menés, maintenant il y a un peu plus de 90 ans, qui ont montré qu'on pouvait faire quelque chose d'assez malin, en fait, et qui est lié à nos histoires de vraisemblance. Donc, si jamais on n'a pas la moindre idée de comment est-ce que je peux faire mon test, ni même personne n'ont répondu. Je vous donne la version très simple du théorème. La version très simple du théorème est de dire si jamais vous voulez tester une hypothèse H0 contre une hypothèse H1, donc deux hypothèses simples. Okay, donc si jamais je me demande est-ce que mon paramètre θ vaut θ0 ou est-ce que mon paramètre θ vaut θ1, dans ces cas-là, on peut considérer une statistique de test qui va être la chose suivante, ça va être le rapport de vraisemblance. Okay, donc je prends la vraisemblance que je devrais avoir si jamais θ0 était vrai, la vraisemblance que je devrais avoir si jamais un θ1 devrait être vrai, et dans ces cas-là, on a forcément une région de rejet qui va être de la forme suivante, c'est une région de la forme moins l'infini gamma. Donc, est-ce que ma statistique de test T est plus petite ou égale à ma valeur critique K? Okay. Donc, c'est une méthode relativement simple où je n'ai même plus besoin de réfléchir en fait. Si jamais je ne sais pas comment faire un test, j'utilise cette méthode-là qui marche relativement bien. Alors, en fait, les mêmes personnes vont plus loin. En fait, ils montrent que c'est un test. C'est des moyens pour construire les tests les plus puissants. Okay. Donc, c'est des tests qui sont relativement forts. Encore une fois, toute la théorie du maximum de vraisemblance, je l'ai un peu présentée. Elle est vraiment à la limite du programme. Mais voilà, si jamais vous la comprenez, dans ces cas-là, en fait, vous pouvez vraiment faire des stats marrantes, dans le sens où, vous pouvez faire des modèles plus compliqués que juste prendre des lois usuelles. Et deux, on peut faire des tests beaucoup plus avancés. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées autour des tests et des histoires de maximum de vraisemblance. OK. Donc, on peut se demander, par exemple, ce que ça vaudrait si jamais je prenais mon modèle gaussien. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait fait. Ici, on disait notre pluviométrie annuelle, elle suivait une loi normale. Okay, si jamais je n'étais pas parti en disant regardons la moyenne, parce qu'on connaît la moyenne et en fait, on se doute que si jamais la moyenne est grande, on va rejeter H0. Raisonnons juste avec cette hypothèse, enfin, cette approche qui a été proposée par Niemann et par Pearson en 1933. Donc, juste pour rappel, si jamais j'ai un modèle gaussien, la vraisemblance, comment ça s'écrit? Je vous rappelle que la vraisemblance, c'est le produit des densités. Okay, donc, je vous rappelle une densité de loi normale, c'est du 1 sur racine carrée de 2pi sigma 2. C'est juste un coefficient de normalisation. Et ensuite, on a une exponentielle d'un carré. D'ailleurs, il y a un 2 que j'ai oublié dans mon histoire. Et en fait, ce n'est pas très gênant parce qu'il va disparaître par la suite. Donc, on va récupérer du Y, la différence entre Y et sa moyenne au carré, que je vais diviser par 2 fois l'écart. Donc, c'est ce qui est fait avec l'approche par vraisemblance. Donc, ça, c'est la vraisemblance. Donc, le produit des exponentielles, je peux rentrer mon produit à l'intérieur de mon exponentielle, ce qui va devenir une somme, et donc on récupère cette fonction-là. Okay, et puis le produit de constantes, donc ces termes-là sont constants, vont apparaître en puissance. Okay, si vous avez A fois A fois A fois A, ça revient à faire une certaine la valeur à la puissance n, et j'utilise le fait que racine carrée, c'est une puissance symbolique. OK. Donc maintenant, si jamais j'essaye d'écrire mon rapport des vraisemblances, mes constantes vont disparaître. Donc le terme constant, qui était ce terme-là, va s'annuler, puisque quand je fais un rapport de AX sur AY, le A se simplifie. Okay, donc il n'y a pas de souci, je peux simplifier. Et en fait, mon rapport de mes exponentielles va devenir l'exponentielle de la différence. Okay, donc l'exponentielle de A sur l'exponentielle de B, c'est l'exponentielle de A moins B. Et donc je récupère cette forme-là. Donc je récupère en gros la somme des carrés des erreurs sous l'hypothèse où on avait θ0 et la somme des carrés des erreurs dans le cas où on avait θ1. Puis je divise par mon sigma 2. Encore une fois, j'ai mon 2 qui est oublié, mais ce n'est pas très grave. Okay, je peux dire que je le sors, enfin, on s'en fout. Voilà. Donc, ma statistique de test que propose un Niemann-Pearson, c'est tout simplement l'exponentielle de cette différence des sommes. Donc, comme j'ai les sommes, je peux toutes les mettre ensemble.
Donc, je récupère cette grosse somme avec les termes à l'intérieur ici. Et je vais simplifier un tout petit peu. Okay, tout simplement parce que je vais développer mes carrés. Donc, je vais récupérer pour le premier du yi à la 2 moins 2 θ1 yi plus θ1 carré. L'avantage, c'est que quand je fais ça, tout d'un coup, le terme en yi carré va disparaître, essentiellement parce qu'il se trouvait à gauche et à droite. Okay, puis ensuite, je vais récupérer les différences des carrés. Et après, je vais récupérer les produits avec les θi et les θ1 et les yi, θ1 et θ0. Et donc, je vais mettre yi en facteur, et donc je récupère cette forme-là. Et donc, on arrive à une relation qui va être de la forme suivante. Donc, si jamais on dit que t doit être plus petit qu'une certaine constante, dans ces cas-là, ça veut dire que le log de t doit être plus petit que cette constante. Donc, si jamais je prends le log de cette expression-là, il me reste cette somme. Et donc, je suis juste en train de dire que je veux que la somme des yi θ0 moins θ1 doit être plus petit que cette somme. Et ça, si jamais j'essaye de l'interpréter un tout petit peu, je peux sortir ce terme-là. Et donc, il me reste mon y bar. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que tout d'un coup, je suis en train d'écrire une expression de cette forme-là, qui est que 2 fois θ0 moins θ1 y bar doit être plus petit qu'une constante. Encore une fois, les valeurs, on s'en fout. C'est vraiment juste un détail. Le point important, c'est que j'arrive à une expression de la forme suivante. Et j'insiste sur le θ0 moins θ1 parce que ce qui va être important, c'est son signe, okay, qui doit être plus petit qu'une constante. Parce que ça nous rappelle en fait ce qu'on a fait tout à l'heure. Ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'était de dire je regarde la position de yi par rapport à une constante. J'avais pris une valeur qui était k, tout simplement parce que θ1 était plus grand que θ0. Okay, et en fait, c'est là où on voit apparaître l'histoire de quelle est l'hypothèse alternative, essentiellement parce que l'hypothèse alternative va me donner le signe de cette grandeur-là. Et l'intérêt du signe, c'est que comme j'ai une inégalité, suivant le signe du terme de gauche, l'inégalité va passer d'un sens ou de l'autre. Okay, donc en fait, ce que nous raconte Neyman-Pearson, c'est exactement l'intuition qu'on avait eue, qui consiste à dire, regardons la moyenne. Intuitivement, si jamais je veux rejeter dès lors qu'on a, je rejette si jamais on a une valeur qui est trop grande, ça veut dire qu'on va dépasser un seuil. Et donc, on arrive exactement à la construction du test qu'on avait fait auparavant. Donc, notre condition va s'écrire de la manière suivante. Si θ1 était plus petit que θ0, dans ces cas-là, on va rejeter si jamais la moyenne est plus petite qu'une constante. Et la deuxième condition, c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure quand on avait fait notre test sur l'histoire des faiseurs de pluie. Si jamais on veut positionner avec ici un θ0 et un θ1, donc si jamais θ1 est plus grand que θ0, dans ces cas-là, on va rejeter dès lors que y bar dépasse un certain seuil. Donc, c'est les valeurs importantes qui vont nous intéresser. Et c'est exactement ce que nous raconte Neyman-Pearson. La valeur de k, on s'en fout. Elle est moche, mais voilà, l'idée était juste de comprendre la philosophie de ce qui était fait. Et en fait, c'est cohérent avec ce qu'on essaie de faire. D'accord ? Donc, Neyman-Pearson sont juste une espèce de grosse coquille qui permet d'englober en fait notre intuition qu'on avait eue dans le cas simple. Ce que ça vous dit, c'est que si jamais vous n'êtes pas dans ce cas simple où vous voyez explicitement comment faire votre test, passez par Neyman-Pearson, ça marchera relativement bien. OK. Bon, je vais peut-être te faire une petite pause et puis après, on va attaquer toute la batterie des tests. Donc voilà, on a fait le premier tiers sur les tests et après, on va les dérouler les uns après les autres pour voir en pratique comment est-ce qu'on fait dans la vraie vie.